au cours de l'année 41, la guerre change de dimension. Au mois de juin, les nazis attaquent l'Union soviétique, qui entre dans la guerre, naturellement. Au mois de novembre, les Japonais attaquent la flotte américaine. Les États-Unis entrent dans la guerre. Donc, à la fin de l'année 41, la situation générale de la guerre se modifie. Et cette situation, et leurs propres efforts, et les émissions de la radio anglaise permettent aux organisations de résistance, mouvements et réseaux de grandir, de rencontrer leurs camarades, petit à petit d'établir des contacts entre eux. L'année 42, elle est marquée par une sorte de mûrissement de cette situation. Mais attention, la résistance va rester toujours très très minoritaire. Seulement, à partir du début de l'année 42, il y a quelque chose d'autre qui apparaît dans la tête des résistants. C'est la possibilité, peut-être un jour, de combattre réellement contre l'ennemi et contre les complices de l'ennemi, qui sont les gens du gouvernement de Vichy, et de participer à la libération du pays et au rétablissement de la République à laquelle nous sommes attachés tous. Alors nous allons avoir dans l'année 42 l'apparition de cette volonté de combattre, ce qui fait créer dans chaque mouvement des équipes qui se préparent à combattre. C'est très compliqué, naturellement, d'autant plus qu'on n'a pas d'armes, on n'est pas organisé, on n'a pas de cadre. Dans le mouvement Libération, mes camarades, je ne l'ai jamais su pour quelle raison, me chargent de ce secteur de l'activité qu'on appelait paramilitaire. Le général de Gaulle, qui est un militaire, qui a une vision de l'avenir, souhaite l'établissement de ce qu'il appelle une armée secrète. Et étant stratège, il sait que pour faire une armée, il faut beaucoup d'hommes, beaucoup de cadres, des armes, et l'unité de tous les combattants, naturellement. Or, nos mouvements de résistance ont tous le même but final, mais ils sont tout de même assez différents les uns des autres. Parce qu'il faut vous souvenir, et vos professeurs vous l'ont dit, que juste avant la guerre, notre pays est très divisé politiquement. On a eu les ligues d'extrême droite, on a eu les luttes du Front populaire, on a une situation dans laquelle les gens sont politiquement très différents les uns des autres. Et cette variation dans la mentalité politique profonde des Français, eh bien, elle se reflète un peu dans toutes ces organisations de résistance. Certaines sont mises sur pied, majoritairement, c'est la gauche. C'est ce qu'on appelle en gros la gauche, qui l'emporte. Mais elle n'est pas seule. Les communistes sont entrés en masse dans la résistance à partir de juin 1941, à partir de l'attaque contre l'Union soviétique. Encore que nous ayons eu déjà des communistes individuellement dans les mouvements de résistance, mais il y a beaucoup de gens à tendance socialiste ou centriste de gauche, il y a aussi des modérés, il y a aussi des gens de droite qui n'acceptent pas la défaite et la présence de l'ennemi et qui eux-mêmes entrent sous formes diverses dans les mouvements de résistance. Donc se pose un problème d'unité. L'unité, elle n'est pas voulue seulement par le général de Gaulle. Elle est aussi très souvent souhaitée à la base. Les gens qui, dans leur quartier ou dans leur village, reçoivent ces feuilles clandestines qui s'appellent Libération, Combat, Franc-Tireur, ils les comparent, ils les voient.
au fond, ils s'aperçoivent que tous ces gens veulent la même chose. Ils veulent la libération du pays. Et leurs différences qui apparaissent quelquefois, souvent, elles sont mineures par rapport à la communauté de leur objectif.